Monique, bienvenue parmi nous une nouvelle fois. Oui, Je regardais dans ma bibliothèque tout à l'heure et je voyais le rayon oui, où il y a tes livres et ceux de Michel par définition puisque vous les écriviez ensemble et ça fait une série impressionnante de volumes qui sont consacrés essentiellement à la sociologie de la classe dominante, des riches, seule classe mobilisée mmh, quotidiennement, disiez-vous, mmh, pendant nos réunions, mobilisés pour naturellement la défense de ses richesses, de son territoire aussi, de ses biens patrimoniaux. Et tu poursuis donc cette analyse et en même temps cette dénonciation d'un système de séparatisme social qui est effectivement pratiqué quotidiennement par cette classe qu'on connaît très très peu, qu'on ne fréquente pas et qui ne fréquente pas beaucoup les secteurs qui nous sont les plus familiers mmh. dans la population française. Donc tu poursuis cette analyse en te concentrant cette fois sur l'écologie. Il y a quelques années, tu nous avais parlé de la fiscalité également, et maintenant, c'est le domaine de l'écologie qui naturellement est tout à fait central dans les préoccupations des citoyens, puisque ce n'est pas l'avenir de la planète, mais c'est l'avenir de la civilisation humaine qui est en cause avec le réchauffement climatique et tout ce qui est engendré par ce réchauffement. Et donc tu consacres un livre entier à cette question des rapports entre les riches et l'écologie ou l'absence de soucis écologiques. J'aurais bien sûr, on reprendra peut-être tout à l'heure une discussion que nous avions depuis très longtemps sur le rôle effectif de cette classe mobilisée dans la définition de la politique qui est suivie, parce que c'est pas nécessairement clair, en tout cas à mes yeux. Mmh, Mais en tout cas, toi, tu établis une relation mmh, profonde, structurelle, entre la non prise en compte de, des éléments qui font que l'environnement se dégrade et l'existence d'une classe mobilisée pour la défense de ses mmh. privilèges. Alors, est-ce que tu peux commencer à dessiner une première approche de cette relation perverse? Alors merci pour cette introduction. D'abord je précise effectivement, comme je l'ai fait au fur et à mesure avec Michel, de chaque fois, de toutes les visites qu'on a rendues, à votre organisation, à votre petit groupe bien sympathique et bienveillant. Je pense que la première fois qu'on est venu à Lanard, c'était pour notre premier livre, Dans les beaux quartiers. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, 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 c'était c'était après. dommage pour nous d'ailleurs, parce qu'on Oui, a raté le premier livre, d'accord, mais vous êtes venus pour le deuxième. d'accord. Alors, donc justement, je suis fatiguée aujourd'hui parce que ce matin, j'ai travaillé à la réédition du premier, qui va ressortir en poche dans une autre maison d'édition, puisque le Seuil n'a pas renouvelé. Et donc, Dans les beaux quartiers va être réédité. Et du coup, comme ça, on aura couvert, vous aurez couvert l'ensemble de nos livres. Et donc, chaque fois, on a essayé de montrer, mais c'est vrai qu'à l'oral, c'est toujours un peu réducteur, mais chaque fois, on a essayé de véritablement montrer qu'on est face à une classe extrêmement hétérogène. Hein. C'est-à-dire où il y a des capitalistes au sens pur, qui sont des grands... Nous, on a rencontré dans le 16e arrondissement, je ne sais combien de grands propriétaires agricoles, des agriculteurs qui sont classés avec l'INSEE agriculteurs dans les CSP, qui touchaient l'argent de la PAC en grande quantité, puisque plus tu as d'hectares de trucs, plus tu touches de l'argent de l'Union européenne. Il y a des gens qui possèdent des usines, des entreprises, il y a tous les milliardaires qui possèdent aujourd'hui des médias, des cliniques, des EHPAD, enfin vous voyez tous les,
Et puis, il y a après des couches de sous-traitance, notamment les journalistes, les nouveaux chiens de garde. Je pense aussi au personnel politique, hein, qui est soit directement issu de cette classe ou bien à son service. Hein, on a eu le président des riches, le président des ultra-riches avec Emmanuel Macron, mais il n'en demeure pas moins que malgré son hétérogénéité énorme, ça reste une classe au service du capitalisme, au service exclusif de leurs intérêts de classe, tout en fonctionnant sans chef d'orchestre. Bourdieu disait c'est une orchestration sans chef d'orchestre. Et c'est ça qui est très fort dans l'organisation de cette classe, parce que quand même, ils arrivent à capter les richesses et les pouvoirs sur des siècles, en créant, c'est une construction sociale, là c'est totalement arbitraire, ils créent des dynasties familiales, hein, qui se reproduisent, qui se reproduisent. Et puis, donc, ceux du moment présent, ils doivent être aptes à hériter, mais surtout, ils doivent être aptes aussi à transmettre aux générations futures, de telle sorte qu'ils se vivent et ils se présentent, non pas comme des propriétaires, mais comme des usufruitiers. Donc ça adoucit un petit peu la violence des prédations. Et sous le système, grâce au système capitaliste, qui est en droite ligne depuis l'esclavage, le colonialisme, le capitalisme, avec le capitalisme, les titres de propriété permettent d'exploiter vraiment toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, que ce soit la nature, toutes les formes du vivant sont susceptibles aujourd'hui, dans l'évolution du système capitaliste, d'être transformées en titres de propriété. Et je peux donner par exemple un exemple vraiment de ce qui se passe aujourd'hui. Même le climat est source aujourd'hui de financiarisation pour ces familles. Alors par exemple, l'histoire de la neutralité carbone, qui fait partie des manipulations idéologiques et langagières pour faire croire à une transition écologique, est un exemple pour bien comprendre la financiarisation. Donc, si vous voulez, à partir de 1997, avec le protocole de Kyoto, ils ont créé ce qu'on appelle le marché des droits à polluer. Donc, Total Energy, enfin, toutes les grandes entreprises peuvent aller sur ce marché des droits à polluer, Bien sûr, c'est toujours la main invisible du marché. Donc, c'est abstrait ce que je vous dis, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils achètent des droits à polluer, mais ils doivent les compenser. C'est ça la neutralité carbone. Il faut les compenser de deux manières, soit par l'absorption des gaz à effet de serre avec des forêts qui absorbent, soit de manière technologique avec de la géo-ingénierie que je suis bien incapable de mais qui capte le carbone. Et du coup, les forêts, qui sont souvent d'ailleurs construites, basées dans les pays les plus pauvres, parce que c'est là où les lois sont les plus souples, c'est là où c'est le moins cher, et puis c'est là où même on peut dire qu'on a construit une forêt, puis quand on arrive sur place, il n'y a pas de forêt. Voilà. Mais du coup, les forêts se sont transformées de puits carbone en puits crédit de carbone, en puits crédit carbone. La financiarisation généralisée. Alors, je ne sais plus où je vais. Tu me suis plus. Si, mais Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà, une grande hétérogénéité, une grande mobilisation qui aboutit aujourd'hui à une radicalisation très importante du système capitaliste, dans une financiarisation généralisée et dans une violence vis-à-vis de toutes les formes du vivant, qui s'est encore confirmée hier avec la réintroduction des néocotinoïdes qui avaient été interdits, la FNSEA qui est vraiment qui a toute sa place au plus haut niveau politique pour réintroduire ce que nos bagarres, ce que toutes les ONG, tous les écologistes ont essayé d'améliorer pour faire diminuer les gaz à effet de serre. Tout ça aujourd'hui est éliminé parce que la transition écologique n'est pas rentable. Le
capitalisme vert qui s'ajoute au capitalisme fossile est beaucoup moins rentable que le capitalisme fossile. Et ça se vérifie très bien par des exemples précis. Par exemple, il y a chaque année, lors des assemblées générales des actionnaires, les actionnaires reçoivent des dividendes et on s'aperçoit que chaque fois aux dividendes s'ajoutent ce que l'on appelle les rachats d'actions par l'entreprise elle-même. Et les rachats d'actions, ça montre bien à quel point ils préfèrent racheter leurs propres actions en attendant justement que les lois liberticides par rapport au climat soient dégagées pour, à ce moment-là, pouvoir mettre ces actions au bénéfice du capitalisme fossile. Alors justement, on pourrait te dire, mais l'Union européenne a consenti d'immenses efforts dans la lutte pour l'environnement, on a fait des plans, etc., etc. Et l'Union européenne, elle est quand même liée intrinsèquement au néolibéralisme. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire elle a fait à un moment où le rapport de force était favorable à l'écologie, disons pour faire court. Et là, c'est un rétropédalage quand même qui est un peu général au niveau de l'Union européenne, du Parlement. C'est un rétropédalage un peu général. Et pourquoi? C'est parce que le système capitaliste, mais ça je vous apprends rien, donc je me sens un peu ridicule de vous le dire, mais le système capitaliste est dans un état de mutation important, c'est-à-dire qu'on passe du capitalisme néolibéral à un capital où il y a encore un état de droit, où il y a encore des règles, où les peuples peuvent faire valoir des droits pour sauver l'habitabilité de la planète, sauver, oui, une partie de l'habitabilité de la planète, la civilisation, tu as dit tout à l'heure, mais à un capitalisme libertarien où là, il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de normes et il n'y a plus de règles. Et donc, on est en train de vivre ça. C'est déjà en place dans différents pays, déjà en Europe, en place en Argentine. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin avec ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est la cata. Et c'est la catastrophe par rapport au sujet qui nous mobilise aujourd'hui et qui est très inquiétant. Ce matin, j'ai travaillé avec un éditeur qui me disait, donc je lui donnais les chiffres que j'avais mis là-dedans, issus de Lucas Chancel ou de World Inequality 2023, qui montrent bien qu'on est dans un capitalocène et pas du tout dans un anthropocène. C'est-à-dire que c'est pas nous, humains, qui sommes, enfin nous, les pauvres humains, les gens modestes, disons, qui sommes, même si on est les plus nombreux, c'est pas nous qui sommes responsables de ce qui arrive. C'est vraiment les riches, c'est-à-dire les détenteurs des titres de propriété, les capitalistes. Et donc, si vous voulez, là, on est vraiment d'accord, tout le monde est à peu près d'accord sur les chiffres, sauf sur le dernier que j'ai appris ce matin. Mais donc, si on considère les 50% les plus pauvres de la planète, on aboutit par an et par personne à 1,6 tonne d'émissions de gaz à effet de serre par an et par personne, ce qui représente au total, avec ces 50% les plus pauvres, 12,8% du total des émissions de gaz à effet de serre. Si je prends maintenant les classes moyennes, alors là, on a que 40% de classes moyennes qui, en émettant 6,6 tonnes par an et par personne, représentent 40% de global des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Et si je prends les 10% les plus riches, là, c'est 31 tonnes par an et par personne, et ça représente 47,8% du total des émissions de gaz à effet de serre par an. Et là, l'éditeur me disait que ce matin, il avait trouvé une nouvelle source très sûre qui affirme que les 10% les plus riches émettent 60%, sont responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Bon, voilà. Donc, en tout cas, honnêtement, c'est clair, c'est net et c'est précis. Les écarts sont tellement importants. Les moins nombreux émettent, de par leur extraction fossile, de par la financiarisation généralisée de tout, de par toutes les formes de prédation
sur les formes du vivant qu'ils mettent en œuvre, c'est eux qui sont responsables véritablement de ce qui arrive. Donc voilà, c'est quand même des données très importantes quand on est sociologue, quand on est engagé politiquement, de se poser devant un résultat pareil. Voilà. Donc, Oui, et alors tu peux pas uniquement t'appuyer sur des analyses de classe, parce qu'il y a aussi les politiques des pays. Et on peut dire grossièrement que un pays très pauvre, pour se développer, choisira collectivement, pauvres et moins pauvres, etc., une politique qui sacrifie l'environnement aux impératifs de la croissance quantitative la plus rapide possible pour nourrir le maximum de gens, etc., etc. Enfin, créer les bases d'un développement. Donc il faut aussi intégrer ça oui, non, mais alors, dans. je l'ai intégré là dans le livre avec en montrant les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Alors là, bien sûr, c'est vrai que j'ai raisonné à l'échelle de la planète, mais qu'il faut raisonner d'abord à l'intérieur de chaque pays et entre les pays pauvres et les pays riches, ça c'est tout à fait. Mais alors, ce qu'on peut constater, c'est que ben, les pays pauvres, ils n'ont pas beaucoup de chances de se développer. Parce que s'ils veulent compter sur la solidarité des pays riches, comme c'est le rôle en principe des COP, hein, eh bien, ils peuvent toujours courir. Parce que d'une part, les COP sont sans contrainte, et puis, qu'est-ce qu'ils proposent de donner? C'est 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est rien du tout. C'est même pas la fortune de Bernard Arnault. L'ensemble des pays riches aux pays pauvres. Donc, les pays pauvres ont vraiment, sont, enfin, la, la, les, comment dire les choses, les modes de vie dans les pays les plus pauvres sont sur le déclin et pas du tout dans le développement. Voilà. Et c'est eux, parce que c'est en plus eux qui sont impactés le plus durement parce qu'ils sont pas placés dans les zones tempérées comme nous. Et puis, ils ont été pillés, notre richesse à nous, elle est entièrement redevable à l'esclavage, au colonialisme. Et donc, voilà, il y a vraiment des réparations très lourdes à faire, en tout cas des financements, des aides très lourdes à accorder aux pays sous-développés pour réparer les dégâts que nous faisons, nous, avec nos émissions de gaz à effet de serre, dont ils profitent largement plus que nous. Dont ils enfin profitent avec mon humour, quoi. Alors, tu parles dans ton livre de la mobilisation écologique Oui, sur les thèmes que tu développes, mais il y a un paradoxe, c'est que la plupart des gens sont conscients des dangers que nous courons et des catastrophes qui sont en cours maintenant, visiblement depuis pas mal d'années, mais les mouvements écologiques sont sur le déclin. En tout cas, les partis écologiques sont sur le déclin. Même si, par ailleurs, comme tu le dis, il y a énormément d'associations militantes, écologiques, dont on ne parle jamais et qui font effectivement un travail de protection de l'environnement. Alors, comment tu expliques ce paradoxe? Parce que justement, les partis écologiques avaient incité l'Union européenne à développer des initiatives vertes, à verdir sa politique. Et puis, alors que c'était un peu un succès, là, ils sont sur le déclin et tout est en train de basculer dans un sens négatif par rapport à l'environnement. Comment tu ouais. vois ça? Moi, je me l'explique de la manière suivante, parce que d'abord, moi, avec Michel, on avait réfléchi à vouloir justement intégrer la dimension écologique dans notre analyse de la classe dominante, bien plus tôt que ce que je viens de faire. Mais on était, c'était trop, enfin, je reviendrai là-dessus, mais c'est-à-dire que c'est trop difficile. C'est trop difficile à faire parce que l'oligarchie, la classe dominante, c'est déjà un fait social total à elle seule. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de plein de dimensions pour appréhender la classe sociale dans,
dans l'analyse de l'exploitation et de la domination et de l'aliénation de classe. Hein, c'est une vraie classe sociale très complexe à l'échelle de la planète. Et puis, le dérèglement climatique, nous, avec Michel, je vous le dis, depuis jeunes l'un et l'autre, et il y a eu cette complicité entre nous, parce que l'un et l'autre, nous avons toujours refusé la pensée substantialiste. C'est-à-dire que nous sommes toujours dit ça, on n'en peut plus d'avoir ce réel qui est fragmenté, qui est corseté, segmenté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les relations avec le passé, dans le présent, avec tous les secteurs de l'activité économique et sociale, et puis pour le futur, bien comprendre toujours, voilà. Et on est allé quand même jusqu'au bout de cette posture, puisqu'au CNRS, nous sommes les seuls qui avons imposé un sujet non seulement sur la classe dominante qui n'avait pas vocation à être soumise à l'investigation sociologique, hein, je ne connais personne d'autre qui ait fait ce travail systématique au niveau de la classe sociale, et d'autre part, de ne pas respecter les découpages institutionnels de l'institution. C'est-à-dire, quand on était chercheur en sociologie, on dépendait d'une section 36 qui nous évaluait, et, nous, comme on faisait aussi bien de l'ethnologie, de l'anthropologie, de la science politique, c'était un statut un peu bizarre. Mais bon, on était deux, on a fait valoir nos droits, et honnêtement, ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Mais même au CNRS, chez les scientifiques, on vous propose le saucisson toujours découpé en tranches. Voilà. Et c'est inscrit dans le fonctionnement même de l'institution. C'est pourquoi, dans ce livre, j'ai commencé à introduire ce qui me tient à cœur, mais à beaucoup d'entre vous aussi, ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, pour justement qu'on prenne en compte dans l'analyse du dérèglement climatique, dans l'analyse des classes sociales, dans toute analyse, qu'on tienne compte que les institutions, ce sont des constructions sociales. Et alors, donc, pour bien répondre à ta question, on a toujours été très gênés, Michel et moi, du fait que nous ressentions donc le dérèglement climatique comme un fait social total très complexe, où il y a plein de choses qui s'enchevêtrent et qui font une espèce de boule rétroactive, hein, qu'on en a fait un parti politique. Alors pour nous, c'était le meilleur moyen de tout étouffer. Voilà. Et donc du coup, on était gênés à cause de ça. Et puis à cette époque-là, c'était difficilement critiquable. Et du coup, on a pris le problème de la classe dominante par d'autres bouts. Et puis là, quand Michel est tombé malade, je me suis dit, je crois que c'est le moment pour toi de te lancer dans un truc, comme c'était une longue maladie, tu vas te lancer toute seule dans cette rencontre, la responsabilité de cette oligarchie dans le dérèglement climatique. C'était vraiment mon angle. Et j'ai été incapable, mais vraiment incapable de faire un plan. Et donc, j'écris à l'éditeur, au bout de plusieurs années de travail, que je ne suis pas capable de faire un plan, que j'y arrive pas, et que sûrement ça tient à cette complexité. Et donc, je lui dis, voilà, je vais faire des petites chroniques. Je vais faire des chroniques. Chaque chronique sera construite de la même manière. Et je lui ai dit, si toi tu es capable de me proposer un plan, je l'accepterai volontiers. Mais non, il a bien compris la difficulté. Et donc après, il a accepté le principe des chroniques. Et puis effectivement, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que 30 chroniques qui sont toutes construites de la même façon. Je pars par exemple de la A69, hein, donc un truc précis. Et puis, chaque fois, j'essaye de construire la mécanique oligarchique. En quoi l'oligarchie est-elle responsable de ce qui se passe? Puisque on peut être d'accord peut-être ce soir pour dire que la 69 est quelque chose d'ubuesque, de totalement absurde à un moment où le dérèglement climatique est aussi violent, les températures montent, les canicules, les inondations. Enfin, on voit bien que la boule rétroactive est en marche, le pergélisol qui se décongèle, la fonte des glaciers. Alors j'ai perdu le fil de ma pensée.
C'est Tu comme prenais par, donc par, voilà, domaine, par par domaine. secteur, par Et sujet? voilà. Et donc là, grâce à la cellule, alors donc je suis partie, parce que je ne pouvais pas faire d'entretien, parce que j'étais à la maison tout le temps. Donc je suis partie, je me suis dit, ben, ça fait rien, tu vas assumer, tu vas partir de la presse et des livres, hein, tu vas prendre des exemples concrets, et comme ça, après, tout un chacun ici présent, vous pouvez faire exactement la même chose que ce que j'ai fait. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être chercheur au CNRS, il n'y a pas besoin de... Vous avez la méthode et vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Une petite chronique, c'est vite écrit, et puis on en fait 30, on en fait 40, et si on s'y met tous ensemble, eh ben ça, on va apporter de la réflexion. Et donc, je me suis servi de la cellule de Benoît Colomba, le journaliste d'investigation à Radio France, qui a bien montré que cette autoroute, dont la concession qui relève d'une société qui s'appelle Atosca, était aux mains notamment d'un financier de haut vol qui s'appelle Emmanuel Miquel et qui a été longtemps responsable des fusions-acquisitions à la BNP Paribas ou chez Morgan, qui est un très très proche d'Emmanuel Macron, qui a notamment été récompensé de l'avoir aidé à pouvoir être élu président de la République en 2017. Il a été récompensé en étant le conseiller politique d'Emmanuel Macron de 2017 à 2019. Et voilà, ça c'était donc un élément intéressant pour le choix de cette société concessionnaire de cette autoroute A69 pour 55 ans. 55 ans. Avec ça, je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvé. Je ne sais plus, là, à l'heure qu'il est. Mais j'ai vu qu'il y avait un effet de cliquet. C'est-à-dire que dans le montage juridique, jamais, en principe, cette autoroute ne pourra revenir au public. Un effet de cliquet, c'est-à-dire, pas tout comme les 49.3, comme les motions de rejet, enfin, tout ce qu'ils utilisent pour, quand c'est contraire aux intérêts du capitalisme, il y a toujours un effet de cliquet. Hein, c'est comme quand Jean-Claude Juncker avait dit à Tsipras, face au traité européen, il n'y a pas de démocratie. Hein. Et puis après, ben, c'est les intérêts des laboratoires Pierre Fabre dans cette histoire. Et alors là, je me rends compte alors là, je sais pas la source Mediapart ou c'est moi qui l'ai trouvé dans le monde, peu importe. En tout cas, c'est comme ça que je me suis rendu compte que le député macroniste du Tarn, Jean Terlier, avait été nommé président de la commission de l'Assemblée nationale pour étudier avec cette commission parlementaire le montage juridique et financier du rapport de l'État avec cette concession à Tosca, et que Jean Terlier est le mari d'une des dirigeantes des laboratoires Pierre Fabre. Voilà, enfin, donc voilà, chaque fois, et à chaque petite chronique, j'essaye, je ne dis pas que c'est exhaustif, mais en principe, j'ai essayé de tirer vraiment les fils et pour l'instant, j'ai même eu un très bon article de Stéphane Foucard dans Le Monde, donc c'était pour moi le journaliste le plus compétent par rapport à ma méthode de travail. Très bien. On va peut-être élargir parce que je ne peux pas être le seul il faut pas que je sois le seul à poser des questions. On peut élargir la conversation si vous avez et vous en avez certainement des questions à poser à Monique. Je vous en prie. Alain. Pour reprendre votre exemple sur l'autoroute en question, Oui. bon, vous détectez une oligarchie qui défend ses intérêts, mais ça pose le problème de la démocratie parce qu'il y a des élus locaux qui sont tout à fait favorables à cette autoroute. Bien sûr. Oui, alors d'une part, il faut voir qui sont ces élus locaux. En tout cas, ils sont élus. Ah, ils sont élus. Mais comment ils sont élus? Alors, si vous voulez, nous, on a fait avec Michel le livre sur le président des ultra-riches à partir de la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, et on a bien analysé la composition de l'Assemblée nationale. Et alors, c'est 72% des députés sont d'origine bourgeoise, font partie des classes moyennes supérieures ou supérieures,
et les ouvriers et les employés qui constituent 50% à peu près de la population active, ne sont représentés qu'à 4,7%. Donc si vous voulez, alors vous dites élus, c'est vrai, mais moi je conteste Oui. les Mais je ne élèves. parle pas seulement des députés, je parle des maires ou des conseillers municipaux de la région Oui, qui ne sont pas des suppôts du grand capital, en tout cas pas oui, en totalité, qui rendent compte à leurs électeurs. oui, mais alors là, il peut y avoir des contradictions à tous les niveaux. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de penser pareil et tout le monde n'est pas obligé de comprendre que c'est vraiment en contradiction totale avec la lutte contre l'horreur du chaos climatique. Artificialiser autant de sols, c'est-à-dire ils ont abattu quand même 250 arbres, ils ont supprimé 300 hectares de terres agricoles, et encore, ils auraient fait bien plus, parce qu'il y a eu les écureuils qui ont protégé je ne sais combien de dizaines d'arbres. Donc, si vous voulez, c'est ça. C'est pour ça que je tiens ce type de discours. C'est parce qu'il y a un tel danger pour l'habitabilité de la planète que si eux n'en ont pas conscience, eh bien, c'est bien le travail des chercheurs que d'alerter. Les chercheurs, je vous le dis, depuis 2020, 900 chercheurs ont lancé une pétition le 20 février 2020 dans Le Monde en disant vous devez sortir de vos laboratoires, les chercheurs, vous devez investir les associations de désobéissance civile. Notre futur est extrêmement sombre. Alors c'était des glaciologues, des hydrologues, enfin des chercheurs en pointe. Et aujourd'hui, donc ils ont effectivement réalisé cela en se lançant donc dans des associations de désobéissance civile. Et au sein, par exemple, d'Extinction Rébellion, il y a un sous-groupe qui s'appelle Scientifiques en Rébellion, et il y a 1900 scientifiques qui font partie de ce groupe. Donc, si vous voulez, quand on est chercheur et qu'on est quand même au cœur précisément d'une pensée relationnelle, puisque dans la recherche, quand même, on est un peu obligé de toujours brasser toutes sortes d'informations, quel que soit son niveau de compétence scientifique. Il y a quand même cette démarche-là qui est là. Et donc, du coup, voilà, vous avez raison pour ces élus, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle là, et Pierre-Henri ensuite, et Gaël que je ne voyais pas. Alors j'ai une question qui est peut-être un peu... C'est bon? J'ai une question qui va sembler être un peu large, mais moi je m'interroge beaucoup en tant que citoyenne, comment fait-on pour résoudre un peu ce, entre guillemets, conflit, pour articuler la question sociale et la question écologique, parce que les deux sont primordiales, et vous l'avez dit, au niveau mondial, les riches sont ceux qui polluent le plus, mais en France, par exemple, ceux qui votent le plus écologiste font partie des gens, pas des plus riches, mais des gens aisés, et les gens des classes populaires au sens large ne votent pas écologiste, non pas qu'ils ne le soient pas, mais le fait est que la question sociale, c'est quelque chose qui est dans l'immédiateté, le fait de nourrir ses enfants, de se nourrir, de se loger, de se chauffer. Alors comment on fait pour arriver à mener une politique écologique qui soit d'envergure, en sachant qu'il y a encore 11% de chômage, 25% de précarité énergétique chez les Français, voilà, un Français sur 3 qui saute des repas. Comment on fait concrètement dans un pays comme la France qui, alors je dirais pas des pauvres, hein, bien évidemment, mais qui est quand même en voie de paupérisation, pour avoir des mesures écologistes hyper radicales, en sachant que la situation sociale est aussi difficile actuellement. Désolée, ma question, elle est peut-être un peu large et complexe. Non, en plus, elle n'est pas complexe, hein, puisque on l'entend, hein, on l'entend beaucoup. Mais si vous voulez, moi je me suis quand même placée, et il n'y a pas tant que ça de gens qui se placent comme ça, du point de vue vraiment de la classe oligarchique, de la classe des capitalistes. Je démontre que c'est un capitalocène et pas du tout un anthropocène, donc c'est quand même une façon très importante de répondre à votre question. Les plus pauvres ne sont pas responsables, et ils ont bien raison
pas être contents. Ils ont bien raison, parce que c'est ceux qui sont responsables qui viendraient maintenant leur demander qu'ils se sacrifient de toutes les autres choses dont les plus riches profitent, comme les jets privés, les yachts. Enfin, la consommation des riches est très voyante et très importante, mais ce n'est pas le principal, hein, parce que dans leurs émissions de gaz à effet de serre, on compte évidemment les investissements financiers dans les extractions fossiles et même dans les renouvelables, puisque le capitalisme vert qui s'ajoute au capitalisme fossile, c'est pas du tout une transition écologique, hein. C'est le cumul, c'est la stratégie du choc du système capitaliste qui fonctionne toujours comme ça, et donc c'est le cumul du capitalisme vert avec le capitalisme fossile pour essayer de gagner cette bataille idéologique. Mais si vous voulez, je pense que c'est la façon dont s'est lancé le débat écologique en politisant sous forme d'un parti, donc en segmentant et en nous empêchant de penser la gravité du chaos climatique, le dérèglement, le réchauffement, hein, ça explique beaucoup la complexité pour arriver vraiment à comprendre. Et donc, si vous voulez, j'ai montré par exemple que je montre dans ce livre que le GIEC, le groupement intergouvernemental des études sur le climat, qui a été fondé en 1988 après que deux milliardaires américains, notamment Alton Jones et David Rockefeller, dès le début des années 70, étaient très inquiets des conséquences de leur richesse pétrolière et des extractions pétrolières sur le climat. Et là, ils ont donc décidé de demander ils ont coopté un certain nombre de chercheurs sur la planète, dans des pays différents, sur des aires géographiques différentes, de leur faire un bilan. Vous prenez le temps que vous voulez, vous dépenserez l'argent que vous voulez, mais dès que vous êtes à peu près satisfait de vos résultats, vous venez nous les présenter. Et c'est donc ce qui se passe quelques années plus tard. Et là, c'est la catastrophe. Là, les résultats sont vraiment très, très inquiétants. Et du coup, les milliardaires américains se disent, alors là, ce qu'il faut, c'est que ça tombe surtout pas dans de mauvaises mains. Et donc, dès le départ, ils ont été mobilisés précisément pour tuer la critique sociale dans l'œuf. Et donc, ils ont créé ainsi le GIEC en 1988, avec des relais politiques qui allaient dans leur sens avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher, pour être bien sûr qu'on allait rester dans la poursuite du système capitaliste malgré la gravité de la situation. Et par exemple, moi je sais que je demande dans chacune de mes rencontres, je dis je voudrais pouvoir être coopté au GIEC, parce qu'avec d'autres chercheurs, ok, ceux qui continuent, on peut continuer à travailler, le capitalisme continue, voilà les résultats, mais on a le droit aussi d'ouvrir une perspective post-capitaliste où, basée sur d'autres règles que les titres de propriété qui permettent d'exploiter toutes les formes du vivant, quelque chose basé sur le partage, la mutualité, la coopération, la solidarité, etc. Et puis après, du coup, ça fait capitalisme, no capitalisme, et puis chacun ici pourrait choisir. Et je donne toujours l'exemple des deux films d'Alain Resnais, Smoking, No Smoking. Tu sais, une semaine tu allais voir Smoking, hop, tu fumais, et puis la semaine d'après tu allais voir No Smoking, et voilà, et ça donnerait quelque chose de plus intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai débat, il n'y a pas de confrontation de fond, parce que tout est corseté, tout est sous leur contrôle. Le GIEC y compris. Voilà. Pierre-Henri, ensuite Gaël. Il ne faut pas toucher les boutons. Alors moi j'aurais deux questions. La première, c'est simplement un point de détail par rapport à votre exposé. Vous allez parler de la 69 et des intérêts de la société Pierre Fabre. Est-ce que vous pouvez juste simplement développer en quoi eux ils sont intéressés particulièrement par le projet, ce qui signifierait leur conflit d'intérêts avec
avec le projet lui-même. Et puis ma deuxième question, par contre, est beaucoup plus générale. Vous qui connaissez bien donc l'oligarchie, la classe dominante, étant donné qu'on est face à des questions climatiques qui finalement nous concernent tous, parce que s'il y a un moment une planète qui devient invivable, eux aussi sont concernés, est-ce qu'on peut pas, c'est pas pour faire l'avocat du diable, hein, est-ce qu'on peut pas avoir une espérance que peut-être que parmi cette oligarchie, on a quelques milliardaires type philanthropes américains qui se diront finalement la question climatique, elle menace nos vies à nous aussi, donc on va investir dans la transition écologique ou en tout cas dans la question climatique. Voilà. Alors, donc oui, ce qui est un peu dommage, c'est que visiblement, vous n'avez pas lu le livre. Non, j'ai pas. Non, voilà. Je suis désolé par contre. Non, c'est pas grave du tout. Ouais. Hein, c'est pas grave du tout. Du coup, c'est plus compliqué, fatigant pour moi. Mais c'est pas grave. Alors, pour les laboratoires Pierre Fabre, c'est des intérêts financiers. Je ne sais pas exactement le montage financier total de la société concessionnaire. En tout cas, les laboratoires Pierre Fabre ont des intérêts financiers. Je crois que c'est par Mediapart, enfin je ne suis pas... Voilà. Des intérêts financiers. Voilà. Et puis des intérêts, oui, financiers directs ou indirects, parce que soi-disant que ces 53 km permettant de gagner 20 minutes, voilà, ça aurait des conséquences financières. S'ils ont des usines, ils ont... Oui, oui, oui. D'accord. Ah oui, oui. Ah oui. C'est le siège là-bas. Oui, oui. Ah oui, ah oui, oui, non, vraiment, tout est là-bas. D'accord. Alors en ce qui concerne, pour les plus riches, je sais bien qu'on est tous d'une certaine façon sur un même bateau, on est tous sur la même terre, donc on s'est dit, voilà. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Je trouve que je suis contente d'avoir fait ce livre à la suite de tous les autres, parce que comme de livre en livre, dès le premier, on a montré... le séparatisme des riches, le séparatisme dans l'espace géographique dans les beaux quartiers, et puis ensuite on l'a démontré avec tous les accès, enfin le fait qu'ils ont tous les pouvoirs, y compris politiques, qu'ils sont toujours dans le cumul de ces richesses et de ces pouvoirs, et que du coup ça exclut la possibilité de l'ascenseur social, ça exclut la possibilité du partage, ça exclut la possibilité de l'amélioration des modes de vie des classes moyennes et des classes populaires, comme ma camarade là avec ses jolies petites tresses m'a fait remarquer tout à l'heure. Et donc, mais ce paradoxe, alors donc, si vous voulez, pour moi, ça n'a pas été une surprise de voir que il commençait, donc il y a un chapitre que j'ai appelé « Courage fuyant » et où je décris à partir de la presse, hein, je donne mes sources, c'est pas moi qui ai fait les enquêtes, c'est pas moi qui suis allé vérifier que Mark Zuckerberg a bien construit, a bien viré les populations autochtones du Nil au large d'Hawaï pour construire une ferme biologique qui garantie de la nourriture biologique bio pour cette génération de sa famille, et puis avec un système de protection avec des bunkers. J'ai travaillé là avec un chercheur chilien sur la Patagonie, où il y a beaucoup de terres qui sont rachetées, de bonnes terres agricoles qui sont rachetées par les plus riches. En Nouvelle-Zélande, là ça a été un phénomène tellement grave et tellement important que la première ministre de la Nouvelle-Zélande a dû mettre un holà pour accorder les permis de construire ou les permis d'acheter des terres en Nouvelle-Zélande par des étrangers, disons. Hein. Donc voilà, donc effectivement, ils envisagent, ils prennent les mesures pour effectivement se protéger d'une manière ou d'une autre. Et ça ne va pas plus loin. Mais à titre individuel, Non, pas à titre individuel, justement, à titre collectif. Ce sont des individus, mais il n'y a que cette classe-là qui a la possibilité, qui a l'argent. Non, non, mais si, mais enfin, quand j'entends un titre individuel, c'est protéger les leurs. Mais pas voilà, on est tout à fait d'accord, excuse-moi. Il n'y a pas une idée de lutter contre le réchauffement climatique pour sauver
des populations entières. C'est vraiment... C'est-à-dire que on peut pas, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une intention. C'est-à-dire que c'est un système, comme il y a eu l'esclavage, je l'ai dit au début de la réunion, il y a eu le colonialisme, et à chacune de ces époques, quand on lit soit des romans, soit des analyses qui ont été faites par des historiens, enfin tout ce qu'on peut lire, on s'aperçoit que ça paraissait normal. Hein, il y avait tout un système idéologique qui faisait qu'on ne pouvait pas penser le contraire de ce qu'on vous disait de penser. Et là, c'est pareil. Et vous voyez bien que, est-ce que vous connaissez beaucoup de chercheurs, beaucoup d'écrivains, beaucoup de journalistes qui ont le courage de dire c'est un capitalocène, et je le démontre. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Moi, c'est le cœur de mon travail. Et c'est l'originalité de mon travail par rapport à tout ce qui paraît sur ce thème. Parce qu'il y a énormément de livres, c'est très très documenté. Et ça, c'est très bien. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel. Mais voilà, après, c'est l'ouverture d'une perspective post-capitaliste. Alors, qu'est-ce que vous préférez? La fin du monde ou la fin du capitalisme? Et là, c'est la panique. Avant de te passer la parole, je voudrais poursuivre sur ce que dit Pierre-Henri. Que des gens super riches puissent acheter des îles et construire des tas de trucs pour se protéger, bien. Ouais, il y a tout un ensemble de personnes considérables qui, pour le moment, ne dit rien. Pensons aux journalistes qui acceptent ça, parce que de toute façon, il faut bien vivre tous les jours et c'est compliqué. Ces gens-là seront victimes du réchauffement climatique. Ils ne pourront pas tous aller s'exiler en Nouvelle-Zélande ou en Patagonie. Alors, on peut penser qu'il y aura à un moment, en prise de conscience, révolte, quelque chose qui fera que cette classe intermédiaire qui est en ce moment au service du capitalisme très prédateur, comme tu le dis, à un moment, ils n'accepteront plus d'être complices de quelque chose qui, finalement, les menace directement, eux et leur descendance. Oui, oui. Alors là, c'est évidemment une très bonne remarque et une excellente remarque. Moi, je dirais que le gros problème, c'est que les médias étant depuis quand même des décennies contrôlés par des milliardaires, contrôlés par cette oligarchie massivement, hein, avec des manipulations, j'ai déjà parlé de la neutralité carbone, on aurait pu parler du développement durable, la transition écologique, c'est-à-dire ces manipulations à travers des pensées oxymoriques, hein, qui disent tout et son contraire, font que eh bien, nos cerveaux, enfin vraiment, moi j'ai lu des trucs dans les neurosciences, ça perturbe, ça sidère, ça rend impuissant, si la pensée relationnelle n'est pas systématique dans nos vies quotidiennes, eh bien cette pensée substantialiste où on ne vous met jamais les choses en relation, ça finit vraiment par vous empêcher de penser. Et moi, je sais que j'ai tellement souffert dans mon enfance de ne pas avoir accès à la réflexion. J'ai commencé à comprendre que le monde dans lequel je vivais, c'était que des constructions sociales, et que ces constructions sociales, je pouvais les déconstruire, d'où ma passion pour la sociologie, hein, puisque la sociologie, c'est fait pour dévoiler ce qui est caché. Alors évidemment, quand on s'intéresse aux dominants, là, on a du boulot. Et j'étais incapable, à l'âge de 17 ans, j'étais incapable de réfléchir. J'avais accès aux émotions, mais pas à la réflexion. Voilà, parce que j'avais été mal construite. Et ça, cette expérience personnelle, elle m'a beaucoup aidée à m'épanouir et à vouloir absolument comprendre le monde dans lequel j'existais.
Et donc, pour avoir vécu cette expérience, je sais à quel point on peut être formaté, on peut être mis dans l'incapacité de penser la réalité complexe. Voilà. Gaël. Oui, sur la 69, alors pas sur le dossier lui-même, mais sur ce type d'ambiance. Moi, j'aurais quelques nuances à apporter ou peut-être un bémol. Quel est le souci de la classe politique locale, d'un département, d'une moitié de département, etc. C'est de pallier d'abord son manque d'imagination en termes de politique publique. Aujourd'hui, on voit très bien que tous les programmes du Front National, presque à la France Insoumise, à une mairie se ressemblent. Il y a un vrai épuisement de ce type d'exercice. Et d'autre part, avec l'État, on est en train de s'apercevoir que comme en Allemagne, en Italie, avec Gênes, en Amérique, nous ne sommes pas occupés de nos infrastructures. Et ils ont un autre problème qui est celui de l'attractivité de leur territoire. C'est-à-dire que puisqu'on n'a plus d'aménagement du territoire depuis 20 ans, on recommence au sein de l'État à penser aménagement du territoire, mais enfin beaucoup de mal a été fait. Cette attractivité, elle se fait par des démonstrations de force qui sont ce type de choses. Mais il y a autre chose, c'est qu'on a maintenant des temps de trajet pour la population, en partie les populations féminines, les populations ouvrières, qui tendent à s'allonger, avec des dégâts. Alors, je ne parlerai pas de la 69, j'ai des amis qui habitent par là-bas qui m'ont dit que c'était bienvenu dans la mesure où ils gagnaient 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, et en sécurité. Mais moi, je viens de Saône-et-Loire, où on a eu le même problème, avec quelques différences, c'est l'État qui a finalement tout assumé, en rasant beaucoup de collines. Hein. Mais on avait, nous, localement, quand on recevait les gens qui étaient pour la mise à 2 fois 2 voies, des gens qui avaient perdu 2 ou 3 personnes de leur famille dans d'horribles accidents. Et tout le monde en connaissait. Et cet aspect-là, il n'est pas capitaliste. Il est simplement que l'élu n'a plus grand-chose à apporter, déjà, estime-t-il. Il veut chercher à attirer des entreprises qui ne lui font pas vraiment les yeux doux. Et enfin, il a des familles de gens modestes, et en plus roulent en diesel et sont considérés comme des salauds, dont les gosses meurent par chapelet entier sur les routes du département. C'est ce type aussi de réalité qui est celle d'un décideur. Que des entreprises ou des fonds de pension ou je sais pas quoi s'en mêlent, je suis tout à fait d'accord. Il faut que vous me donniez des chiffres là pour les morts parce que... Ah bah les chiffres de la RCEA entre Mâcon et Charolles et entre Chalon-sur-Saône et... Ah bah c'est énorme. Vous avez eu un accident sur la RCEA il y a quelques années. 9 personnes sont mortes dans un minibus. Oui, d'accord. C'est ce type, ça marque légèrement nos cimetières en fait. Ça, c'est des réalités. Si vous voulez, un élu ne pense pas fin du capitalisme, il ne pense pas avenir de la planète. Il pense que le voisin s'est fait bigorner ses enfants. Alors, attendez, quand même, je vous arrête parce que là, c'est dommage quand. Non, c'est comme ça qu'il réfléchit. Oui, je suis d'accord. Mais si vous voulez, là, je me place à un autre niveau. Hein, j'essaye de montrer les causes du dérèglement climatique, les causes qui est les responsabilités. Hein. Alors là, quand on passe à l'échelle locale, effectivement, il peut y avoir des intérêts locaux pour qu'il y ait moins de morts, pour gagner 20 minutes. Mais vous dites que ce n'est pas des intérêts capitalistes de la part des élus, mais ils se placent quand même toujours dans le cadre du système capitaliste où il faut aller toujours plus vite, où il faut gagner du temps, où il faut artificialiser encore les sols, à un moment donné où enfin, je sais pas, c'est pas pensable que vous puissiez pas comprendre à quel point c'est grave de continuer à faire des autoroutes. Bien entendu que c'est plus confortable pour la sécurité, mais on ne va pas pouvoir continuer à avoir des voitures et des voitures, parce que même les voitures électriques, on est obligé de creuser des mines de lithium, parce qu'il n'y a que le lithium qui permet de fixer l'électricité sur les batteries de vélos ou de voitures. Donc si vous voulez, c'est toujours la même mécanique. Je suis désolée, je ne m'emporte pas. Non, mais je suis pas en désaccord totalement. Oui, mais... Si vous voulez, c'est en mettant en relation les choses. Sinon, si on prend chaque fois un petit morceau, on ne peut pas... Oui, mais je ne pouvais pas expliquer ça à des familles qui vont travailler
de Guignon au Creusot tous les jours ou à l'usine Michelin et que l'usine Michelin n'est pas propre, qui ont des difficultés pour payer la chambre de leur gosse à Dijon à côté. Moi j'ai bien connu votre discours, c'était un discours à attaque, j'avais des copains, c'était contre l'autoroute je sais pas quoi, entre Pau et je sais pas où. Formidable. Et quand vous êtes en responsabilité même minimale, vous avez des gens qui viennent vous demander des comptes immédiatement, à la fin du mois. Et la population se paupérise, la désindustrialisation avance, et donc on ne peut pas accuser les élus, ni même l'État, d'être uniquement, de manière univoque, dans une dynamique de satisfaction d'un système capitaliste qui est fou. Je trouve que c'est pas... Regardez ce que fait la puissance publique, par exemple, dans les Alpes, où il y a un gros débat sur quelque chose qui est honteux, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, je suis tout à fait d'accord, où là, il y a vraiment beaucoup à dire. Mais le parc national de la Vanoise, les mairies, qui ne sont pas vraiment de gauche d'ailleurs, de Vanoise, les compagnies des guides, etc., font un énorme travail pour savoir comment adapter la montagne. Et ils ont compris qu'ils ne voulaient pas le faire uniquement dans un mode capitaliste. Il y a une forme de... ni irénisme, ni manichéisme. Je pense que sur tous ces sujets-là, il y a par contre une forme d'idéologisme qui pousse à penser que tous les gens font ce qu'ils font pour détruire la planète ou tirer de l'argent. Certains, c'est juste pour bouffer. Hein. Alors non, en tout cas, moi, c'est pas du tout ma posture, parce que je sais très bien que le système capitaliste, justement, fonctionne, pour l'avoir étudié de livre en livre, hein, avec cette classe sociale qu'on a analysée par tous les bouts, fonctionne sans avoir comment je dirais, une intention. J'ai parlé d'une orchestration sans chef d'orchestre. Le système est là et le système fonctionne. Il faut avoir des dividendes, il faut avoir des profits qui augmentent tout le temps. Vous connaissez les chiffres comme moi. Vous connaissez les chiffres des inégalités avec les dividendes et les rachats d'actions qui augmentent chaque année. Et aujourd'hui, c'est une poignée de milliardaires qui ne sont pas très nombreux. Hein, 770 000 les plus riches de la Terre émettent 2730 tonnes de gaz à effet de serre par an et par personne. 2700. Donc, plus on met la focale au plus haut des plus riches, plus on voit qui porte la responsabilité. Et après... Je ne veux pas excuser les riches, oui. Mais il y a une dynamique. Il y a une lecture trop systémiste, à mon avis, parfois. Mais je comprends votre point de vue, mais il faut comprendre aussi le mien. Voilà. Je suis spécialiste d'une classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs. Et là, je l'examine à propos du dérèglement climatique. Et donc, j'ai montré, avec toutes ces petites chroniques que j'ai faites, comment on peut construire, effectivement, démontrer la responsabilité du système capitaliste, alors si vous préférez, ou des capitalistes, du système capitaliste si vous préférez, dans la mise à mal de l'habitabilité de la planète et dans la dégradation de toutes les formes du vivant, la biodiversité, tout ça vous en entendez parler tous les jours, les fermes-usines pour les animaux, enfin tout ce qui se passe. Donc on peut pas découper, si vous voulez, tout le temps. Alors vous êtes très branché sur cette histoire, j'aurais pas dû donner cet exemple de la 69, parce que je savais pas. Mais voilà, là je propose vraiment une réflexion d'ensemble, une réflexion qui est unique. Qui pèse le plus entre Mittal, Lakshmi Mittal ou les 1,5 milliard d'Indiens? Entre Lakshmi Mittal et ses compatriotes, le 1,5 milliard d'Indiens. Parce qu'on n'a pas parlé du tout de l'augmentation de 1 milliard ou 500 millions en quelques décennies à 8 milliards d'habitants. Oui, mais là, comme j'ai montré, j'ai donné les chiffres à l'échelle de la planète, et que l'on voit que ce sont vraiment les plus riches qui polluent le plus, enfin, qui ont la responsabilité. C'est pas qu'ils polluent, c'est que de fait, enfin, avec le système capitaliste, ils mettent la planète à mal. Donc on voit bien que c'est pas les plus pauvres
Avant de passer la parole à Ella, je C'était plus une voudrais réflexion. tirer la leçon de cet échange. Il y a, nous n'avons plus dans notre société de lieu où ce type de conflit peut s'exprimer et éventuellement se résoudre. Parce que il y a deux points de vue, enfin même il y a plusieurs points de vue qui sont justifiés plus ou moins et qui peuvent peut-être se composer, mais il faut un lieu, c'est-à-dire une institution. Il y a une institution qui pourrait le faire si elle existait, c'est la planification. Par le biais des commissions du plan, parce que la planification permet d'associer les syndicats, les organisations professionnelles, les élus, etc., etc. C'est un lieu où justement on peut poser ces problèmes-là, essayer de les poser le plus correctement possible et trouver des solutions qui soient acceptables par une collectivité donnée. Naturellement, la planification européenne ou mondiale est quelque chose d'impensable, mais une planification nationale, on l'a montré entre 1945 et les années Mitterrand, cette planification est possible et elle peut fonctionner avec, bien sûr, le côté démocratique du dialogue qui a lieu dans les institutions planifiées, mais aussi le choix final qui revient au Parlement, qui vote le plan ou qui ne le vote pas. Donc ça, c'est effectivement un lieu où, par définition, les classes les plus riches ne seraient pas dominantes, puisqu'il y aurait toutes les organisations participants, les forces vives, comme on dit, et donc les problèmes prendraient une autre allure. Voilà. Bien sûr. Et ce qui inciterait à un changement de politique économique, etc. etc. Mais oui, mais alors ça, c'était valable pendant, après la Seconde Guerre mondiale, avec le Conseil national de la résistance et l'État-providence, comme on appelait. À ce moment-là, il y avait quand même une Assemblée nationale avec 45% de députés ouvriers communistes. Voilà. Donc, je veux dire, il y a eu un tel bouleversement dans la composition. Eh bien oui, pendant jusqu'à je ne sais combien d'années, du fait de la collaboration quand même assez importante du représentant de cette classe sociale, vraiment, c'est construit. Tous les communs avec la sécurité sociale, c'était quand même super. La planification, moi-même j'ai travaillé au commissariat au plan pendant des années, mes jeunes années de chercheuse, et je peux attester qu'il y avait vraiment une planification qui était... Oui. C'était intéressant, et là ça n'existe plus. Ah non, mais voilà. C'est une décision de l'État. C'est pas simplement les forces sociales. Et non, on ne peut pas dire que c'est une décision de l'État, parce que l'État c'est le reflet d'un rapport de force entre les classes sociales. Et l'État d'aujourd'hui, il est aux mains des plus riches. C'est un ancien associé gérant de la Banque Rothschild qui est aujourd'hui président de la République. Oui, d'accord. Enfin, la Banque Rothschild ne fait pas la politique du pays. Non, bien sûr, non, mais l'État peut prendre la décision d'organiser une planification, bien sûr, de donner des missions, de structurer cette planification de la façon qui lui convient, sans intervention des banques et autres réseaux d'influence. L'État, enfin, pour nous sociologues, l'État c'est pas une chose. L'État, c'est l'état du rapport de force entre les classes sociales. Et donc l'État de 1945 n'a rien à voir avec l'État d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Le rapport de force n'est pas du tout favorable, puisque même j'ai montré que le passage du néolibéralisme au capitalisme libertarien allait mettre à mal même l'état de droit. Voilà. C'est pas une question de porosité entre les élus et certains milieux, plutôt que l'État en tant que tel. L'État, c'est des structures et c'est des moyens.
c'est une question de profil des gens qu'on a portés aux responsabilités et de leur relation avec les milieux d'affaires. C'est surtout ça. Ça, je suis d'accord, oui. C'est ce que je dois faire, c'est ce que je disais, enfin, je croyais dire. Donc le potentiel, il serait toujours là, mais le problème, c'est finalement les élus qu'on porte au pouvoir. Oui, pardon, elle. Ouais, moi, c'était plus une réflexion qu'une question. C'est que tout à l'heure, avec Monique et Pierre-Henri, on a abordé le fait que les plus riches au niveau mondial tendent à se protéger du changement climatique, peut-être un peu par une fuite en avant, construction d'îles. Et je pense pas que ça soit complotiste de dire que de manière un peu offensive et active, alors certes, peut-être qu'ils n'ont pas pour but une destruction de la planète, en revanche, ils en ont conscience. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de milliardaires, notamment américains, qui financent des projets transhumanistes, des projets eugénistes aussi, des projets liés à l'espace. On ne fera pas croire que c'est uniquement parce qu'ils trouvent que les étoiles sont belles. Donc, peut-être pas un plan concerté, mais par contre, à un niveau individuel, il y a quand même un mal transhumaniste chez des milliardaires américains, notamment de la Silicon Valley, voilà, qui ont quand même flairé quelque chose, et en tout cas cette volonté, voilà, transhumaniste d'aller toujours au-delà de la mort, de se transfuser du sang. Alors ça, on pourrait dire c'est pathétique, mais il y a des projets beaucoup plus sérieux dans ce sens, qui posent quand même question sur le fait qu'une extrême minorité pourrait tenter de s'assurer, en tout cas, de perdurer après le déluge, il me semble. Alors, voilà ce que j'ai à dire, je le redis, c'est-à-dire que, par exemple, sur l'immortalité, nous, avec Michel, on a, avec l'analyse des dynasties familiales, on a travaillé à la suite de Bourdieu sur ce concept d'immortalité symbolique, parce que les dynasties familiales, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des constructions sociales, hein, mais qui permettent aux individus, quand on dit le roi est mort, vive le roi, c'est comme ça que ça se passe dans ces dynasties. C'est-à-dire que la finitude humaine n'est rien par rapport à la continuité dynastique. Et c'est quand même extraordinaire quand nous, tous les travaux ethnologiques qu'on a fait auprès de ces gens-là, de voir que réellement, ils ont une approche de la mort qui est différente de la nôtre, puisqu'ils ne seront jamais vraiment morts, ils seront des morts vivants, ils seront des ancêtres. Dans les châteaux, de partout, il y a des photos, des peintures, il y aura toujours des anecdotes, ils continueront à survivre de manière symbolique. Alors c'est symbolique, hein, je veux dire, c'est pas plus que ça, mais donc le séparatisme est consubstantiel. De toute façon, c'est tout ce que je peux attester. Il est systématique, consubstantiel à cette classe sociale qui, en étant toujours les membres de cette classe sociale, en étant toujours entre eux, justement, n'ont pas besoin de chef d'orchestre pour orchestrer, puisque finalement, c'est chaque membre de cette classe qui a la responsabilité d'en défendre les intérêts là où il est. Voilà. Et ensuite, il y a des instances de coordination multiples, mais alors vraiment c'est dingue, entre les cercles, les rallyes, toutes les instituts, le social institué, comme disait Bourdieu, qui fait que leurs intérêts se coordonnent à travers toutes ces instances, et qui sont toujours des instances qui leur sont plus ou moins réservées, où ils se retrouvent encore entre eux, dans la fête, dans la joie de se retrouver, et finalement, ils se construisent un monde sans frontières, ils se construisent un monde où ils sont toujours dans la pensée substantialiste, et pour eux, par exemple, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le pantouflage, ça n'a pas d'intérêt pour eux, puisque le public, le privé, la séparation des pouvoirs, voilà, eux, ils sont toujours dans... Est-ce qu'ils sont en vacances? Est-ce qu'ils sont en train de travailler? C'est pas évident. Comme ils se retrouvent entre eux au ski, ils se retrouvent entre eux dans les week-ends au château. Enfin, vous voyez, j'essaye de montrer la force de cette classe, et c'est précisément parce qu'il y a cette force que on peut dire que ceux qui arrivent
avec le fait qu'elle s'est appropriée au fil des siècles tous les titres de propriété, qu'elle a financiarisé les communs qui avaient été institués après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, du coup, elle contrôle tout. Et actuellement, en France, c'est ça le problème. Ben, je suis désolée. Oui, non, mais on n'avait pas été désolé. Très bien. Non, j'ai peur de vous mettre. Mais non, pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est compliqué. Moi, je suis d'accord avec vous que c'est très compliqué. Oui. Et c'est simplement que je suis une petite bonne femme, une petite chercheuse qui est là, qui a fait ce travail. Je viens vous le présenter. Je sais que c'est pas simple, et pour moi et pour vous. Mais il faut lire le travail, et puis si vous repérez des erreurs, de les communiquer, parce que ça, j'en tiendrai évidemment compte. Mais le problème est tellement grave que je comprends très bien, on est tous dans le désarroi. Alors d'habitude, moi, je me retrouve dans des réunions où tout le monde pense pareil, dans un entre-soi. et voilà, c'est plus facile que là ce soir. Ah ben, je savais. C'est le charme des mercredis de la nappe. C'est bien. On essaye d'examiner au plus près les œuvres et les thèses qui nous sont présentées. Bon, je dirais très vite, hein, mais c'est un immense débat qu'on a déjà eu, qu'on aura à nouveau. Le principal du débat porte sur l'État. Pour nous, l'État peut être au-delà des classes sociales et arbitrer les conflits de classe. Bon, voilà. C'est quelque chose qui est possible et qui s'est fait déjà. Et dans l'État arbitral, parlons par exemple de l'État gaulien, il mobilisait une fraction de personnel qui appartenait aux classes que tu décrivais, mais qui étaient beaucoup plus, et même essentiellement, les serviteurs de l'État et pas du tout les serviteurs du capital. Et c'était parfois des noms de familles connues. Je me souviens à Sciences Po d'avoir été interrogé en finances publiques par monsieur De Vogüé, donc grand nom. Et ce monsieur De Vogüé, à l'époque, était, je vais dire des bêtises, mais enfin, c'était un très très haut fonctionnaire, peut-être directeur du Trésor ou dans les années 70. C'était quelqu'un qui était complètement au service de l'État. J'étais dans la section service public, puisque j'étais destiné à l'ENA, que je n'ai pas fait, mais on nous donnait en exemple, justement, des fonctionnaires, et notamment le directeur du budget, qui s'était évanoui tellement il avait travaillé pour établir le budget de l'année. Il était tombé complètement dans les pommes, il prenait jamais de vacances, il était directeur du budget. Et c'était pas un prolétaire, c'était quelqu'un qui avait des attaches familiales, certainement avec les milieux que tu décris, comme la famille de Vogüé, et tant d'autres. Et ces gens-là étaient devenus vraiment les vrais fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont pour fonction de défendre l'intérêt général. Et c'était quand même une idée extrêmement importante et même décisive quant à la politique sociale, économique du pays dans ces années-là, qu'on appelle les 30 glorieuses, mais bon, qui n'étaient pas si glorieuses que ça, mais il y avait ça. Et le recrutement de ce haut personnel par l'ENA, n'est-ce pas, faisait qu'ils étaient en fait arrachés à leur classe d'origine. De même que d'autres se sont arrachés à leur idéologie d'origine traditionnaliste au début de la guerre, comme Leclerc de Haute-Cloque, comme tant d'autres, dont on parlait un petit peu l'autre soir en parlant de l'idéologie contre-révolutionnaire. Mais donc, il y a des groupes, pas seulement des individus, mais des groupes qui arrivent à se détacher très largement de leur appartenance de classe. Voilà.
c'est un peu sur ces gens-là qu'on compte, hein, je te dirais franchement. Oui. Alors là, sociologiquement, c'est vrai que ça me convainc pas. Parce que, Oui. Parce que quand on est, enfin comme moi qui suis bourdieusienne, donc les individus sont construits avec des habitus et des habitus de classe, et c'est justement pour ça que la théorie du complot ne peut pas fonctionner, puisque du coup, ils ne font que épanouir, que révéler leur habitus de classe, ils ont été construits sur la base de la prédation, mais sans le savoir. C'est-à-dire que c'est une éducation qui est basée, par exemple, sur le fait qu'ils sont construits comme étant supérieurs aux autres, avec des corps de classe, avec des valeurs, avec des histoires. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y ait des gens qui puissent s'extraire comme ça, hein. L'habitus de la famille de Vaubuet, je les ai connus, puisqu'ils sont connus, enfin, avec les châteaux, avec tout ce qui est une famille de la noblesse qui est bien... non, ils restent solidaires avec leur classe. Et donc là, je pense qu'il y a un désaccord. L'État, pour moi, n'est que le rapport à un moment donné entre les classes sociales. Et à l'époque dont tu parles, c'est vrai que l'intérêt général était quand même beaucoup mieux défendu que actuellement. Hein, donc avec ça, je suis d'accord. Mais parce qu'il y avait un rapport de force qui était favorable aux classes moyennes et aux classes populaires et à la classe, notamment à la classe ouvrière qui existait à cette époque-là en tant que classe. Et là, depuis toutes les réformes des années 70, la classe ouvrière a été complètement disloquée, y compris sur le plan géographique. Hein. Ouais. Non, c'est pas. Non, mais je comprends très bien ce que tu dis, et il y a beaucoup de vérité, mais il y a aussi d'autres aspects. Le fait même que, bon, on fait rarement l'apologie de la noblesse ici, mais l'ancienne noblesse était aussi une classe de service de l'État. Et le service de l'État pouvait entraîner ces gens-là tout simplement à aller se faire tuer. Bon. Il y a des moments où Louis XIV disait assez rigolé, il y a une guerre, on prend la tête de son régiment et on va servir le pays. Et bon, il y avait des gens qui se faisaient tuer. Donc c'était sérieux. Bien sûr, il y avait une classe jouisseuse, profiteuse, même si le commerce de l'argent était interdit, ils faisaient des affaires, etc. Mais il y avait aussi ça. Et là, dans la noblesse de robe, il y avait justement un corps de gens qui étaient au service de l'État, en l'occurrence l'État royal. Mais après, ça s'est reporté, même on voit dans la diplomatie, dans la haute fonction publique, on voit des noms à particules et qui ont une tradition justement de service dans la diplomatie, dans l'armée et dans la haute fonction publique. Et là, ils sont justement plus dans leur habitus. Même s'ils passent les vacances dans le château. Oui, c'est les rapports de force qui ont changé. Pas seulement les rapports de force. Enfin, les rapports de force qui constituent aussi les habitudes. Je veux dire, tout se tient. Hein, c'est pas... Alors, Raoul. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que le système capitaliste, il est venu après ce système monarchique où il y avait l'honneur de servir, etc. Le système capitaliste, il est basé sur l'accumulation du capital et le renforcement du capital. Tant qu'on est dans une situation comme on a été par exemple après-guerre, où la classe dirigeante capitaliste s'est affaiblie politiquement et que le pays est à reconstruire, le marché est ouvert. Je pense qu'il faut toujours réfléchir dans la baisse tendancielle du taux de profit. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe historiquement. Ce n'est pas d'accumuler du capital qui compte, c'est le taux de profit. Donc pendant toute une période, et c'est la période des Trente Glorieuses, on répond, pour vous mettre d'accord, à un marché qui est ouvert, donc on répond aux besoins des populations.
Il y a un moment, le marché se sature, il faut trouver autre chose. Et en trouvant autre chose, on fait la politique de l'offre. On crée un besoin qui est artificiel, qui est polluant, très souvent, qui ne tient plus compte des intérêts majoritaires de la population. Et je suis d'accord avec Monique, la grande bourgeoisie n'aura qu'un but, c'est par tous les moyens, qu'ils soient politiques, de corruption, etc., de prendre le contrôle de l'État. L'État est quelque chose de neutre, on peut en prendre le contrôle. Aujourd'hui, l'État est contrôlé par une classe dirigeante qui n'a aucun intérêt à rendre service. Quand vous prenez l'exemple de l'autoroute, elle peut rendre service à des populations, désenclaver quelque chose, mais le but n'est pas forcément là, le but c'est de faire de l'argent, pour de l'argent, pour de l'argent. On a vu à partir de l'ère Thatcher, et on voit le problème aujourd'hui de tous les pays occidentaux, c'est qu'on n'a plus des industries qui produisent du bien. On le voit par exemple pour les hôpitaux, pour l'agriculture, on a du capital qui joue sur le capital pour refaire du capital. Là est le problème. Et je pense qu'il peut y avoir des activités capitalistes qui enrichissent l'ensemble de la nation. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On est dans un problème de l'offre et plus de satisfaire une demande. Je crois que c'est ça, tout simplement. Et que Marx le disait à un moment, on arrive au bout de la démocratie. Donc il y aura sûrement, on vit une époque formidable à mon avis, parce qu'on va vivre une époque de très grande transition, on peut appeler ça révolution, on peut l'appeler comme on veut, mais on va voir un rééquilibrage, parce qu'il y a une pression, il y a des contradictions, il y a une pression des populations qui ont besoin d'autre chose, et on le voit arriver en ce moment, et je pense qu'on vit une époque formidable, parce qu'on voit une époque de transition. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais pas sur la fin, parce que une époque formidable. Non, il y a des gardes partout, et puis. Ça a toujours été comme ça. Oui. Quand il y a une contradiction sociale, ça finit par de la violence et un redémarrage. Et on va voir, nous, si on vit, au moins les plus jeunes vont voir d'autres formes sociales se remettre en place. Espérons-le, Raoul. Les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale ont vécu des horreurs. Les générations dont je fais partie qui sont arrivées après, mes parents ont vu un épanouissement comme il n'y avait jamais eu dans l'humanité. C'est quand même une brève parenthèse. Hein. Parce que avant la Deuxième Guerre, il y a eu la Première. Oui, puis on n'a pas parlé de celle de 70. Oui, le crash de 29, l'entre-deux-guerres n'était pas gay non plus. Et là, je dis l'entre-deux-guerres n'était pas gay non La France plus. est en guerre jusqu'en 1962. Bah oui. Donc la belle époque, c'est très très peu de choses. Du fascisme, c'est pas... 1962, 1970, 1974, allez. Mais c'est très peu de choses. Parce que la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui mobilise toute une classe de jeunes gens qui vont faire la guerre et qui risquent leur peau. Et qui voient en plus des horreurs. Et qui meurent. Donc, il y a une mythification qui est extraordinaire. Plus la menace nucléaire qui est beaucoup plus... elle est beaucoup plus présente dans les esprits qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui fait vraiment peur quotidiennement. En plus, réactivé par la crise des fusées de Cuba, etc. Et donc, c'est pas tellement glorieux. C'est pour ça que je disais les 30 glorieuses, faut faire attention. C'est vrai qu'il y a une expansion, un accès aux biens et aux loisirs qui est considérable. C'est quand même une période où, pour la classe moyenne, ou même une bonne partie pour les classes populaires, où il y a eu une amélioration non seulement du niveau de vie, mais de la qualité de la vie. Ah, tout à fait, oui. La santé, et après, les années 80. Le HLM, c'est peut-être pas glorieux, mais c'est mieux que les taudis. Non, mais c'était un progrès, bien sûr que... On pourrait débattre toute la nuit, là. Oui, tout à fait. Qui veut poser encore une question, une ultime question, Philippe? Oui,
moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je dis, à la limite, je trouve normal que les classes les plus aisées défendent leurs intérêts. Le problème, c'est que ce sont les autres qui ne défendent pas leurs intérêts et que les forces censées défendre leurs intérêts, elles ont capitulé idéologiquement. On parlait de la guerre d'Algérie. Qui est-ce qui a envoyé le contingent en Algérie, hein? Vous connaissez la réponse. Qui est-ce qui a capitulé idéologiquement? C'est les forces censées défendre le monde du travail. Voilà. Et ça n'arrête pas. Elles ont mis en système. C'est elles aussi qui ont mis en place un système qui détruit le capitalisme. Un capitalisme financier d'abord. Et elle t'a répondu, Monique, déjà. Et quand notre ami dit, il parle de... Quand Raoul parle du... Comment dirais-je? J'ai fini. L'UPC était moyennement contre, puisque c'est l'UEC simplement s'opposer. Le capitalisme, c'est pragmatique là-dessus. La baisse tendancielle du taux de profit, elle a lieu dans les pays occidentaux. Les capitalistes, et contrairement à ce qu'on dit à gauche, le capitalisme n'a pas de patrie. Ce sont les travailleurs qui ont une patrie. Contrairement à un certain discours de gauche, le travailleur, parce qu'il a un statut, une situation qui est en fonction du lieu où il habite, même s'il n'a pas le lieu où il habite. Parce qu'un travailleur qui habite dans le tiers-monde n'aura pas les mêmes intérêts. Le capital se déplace, il n'a pas de patrie. Et la gauche, les forces censées être en opposition avec ce système, elles ont capitulé. Moi, je suis pas en désaccord avec toi. Et justement, il y a un de mes chapitres qui parle d'une déclaration de Luc Boltanski et F. Capello dans leur livre « Le nouvel esprit du capitalisme ». Ce n'est pas la crise du capitalisme qui pose problème, c'est la crise de la critique du capitalisme. Et du coup, dans les rencontres, on discute précisément de cette phrase. Et puis, on essaye de comprendre effectivement, comme tu viens de le dire très justement, comment il est possible qu'on ait nous-mêmes intériorisé le capitalisme à travers notre éducation, à travers la société dans laquelle on vit, et qu'on n'arrive pas, on est concurrents les uns avec les autres, les partis sont divisés, les syndicats, et on n'arrive pas à instaurer des instances de coordination comme ça se passe dans la grande bourgeoisie. Hein, c'est des divisions qui sont dures, qui sont violentes, qui sont irréductibles et qui sont en contradiction avec les idées que nous défendons. Hein, donc, et c'est pourquoi j'ai abordé pour la première fois dans ma vie au contraire, cette réflexion positive de la psychothérapie institutionnelle. Parce que vous voyez, moi je suis lozérienne et j'ai eu la chance, au moins la seule chance que j'ai eue dans ma petite enfance, c'est de vivre l'expérience qui s'est passée à côté de Mende, où mon père était procureur de la République, donc en Lozère, et où François Toscaïès, qui était un psychiatre catalan très engagé contre le franquisme, donc en 1936, quand ils ont perdu, François Toscaïès était tellement engagé qu'il a été condamné à mort par Franco. Il a quand même pu fuir, mais il a été très mal accueilli en France. Il a été mis dans un camp de concentration avec d'autres dans le Gard, le camp de Sepfond. Et là, François Toscaïès a décidé de dire on va s'en sortir, je suis psychiatre, on va s'arranger, on va supprimer les barbelés et on va créer des potagères. Il a créé un truc d'autogestion qui a très bien marché et qui a fait que les gens ne mourraient plus de faim. Hein. Et donc, cette histoire vient aux oreilles du préfet de Lozère, qui lui avait la responsabilité d'un hôpital psychiatrique avec 1000 malades qui étaient tous sous contention et qui mouraient de faim, littéralement. Et le préfet de Lozère, voyant que ce type avait été capable de faire ça par rapport au camp de concentration, se dit « Viens voir mon père pour lui demander s'il est d'accord pour le faire venir ». Et mon père, il ne comprenait pas grand-chose, mais enfin, il a donné son accord. Et du coup, j'ai petit enfant, le professeur Toscaïès venait donc chez nous,
Et j'ai compris qu'il pouvait, j'ai intuitionné, et ça m'a sûrement beaucoup construite d'une certaine manière, j'ai intuitionné qu'il pouvait y avoir autre chose que le patriarcat, que l'exploitation, que la domination, que voilà. Et il est arrivé à Saint-Alban à réaliser quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, si cela est possible, c'est-à-dire que Saint-Alban, en quelques années, est devenu un lieu de vie, un lieu où Paul Éluard s'est installé, où Jean Dubuffet est venu, où Frantz Fanon est venu se former à la psychothérapie institutionnelle, et où, de fait, les malades ont tous été libérés, ils ont tous fait de l'art, c'est là où l'arbre était né, ils mangeaient à leur faim parce qu'ils avaient créé des potagers, tout ça, ils s'entendaient avec les villageois, enfin un truc de dingue. Donc ça montre que, tu vois, quand on est unis, qu'il soignait non seulement l'institution psychiatrique, il soignait les médecins et les malades, et il soignait la vie même. Et bien c'est ça que je propose. Très lacanien tout ça. Oui, c'est absolument. Oui. Vu que la psychothérapie institutionnelle a fait plein de petits après. Très bien, merci beaucoup Monique. Alors nous te reverrons quand tu présenteras la réédition, la nouvelle édition des Beaux Quartiers. Ah, ça serait sympa. Bah oui, parce Ça que... chez quel éditeur, la réédition? Alors ça sera une Ouais, coédition avec les éditions de l'Échiquier et une nouvelle maison d'édition, Les Voix Urbaines. Ok.